De retour sur le plateau du décryptage du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, comme chaque 31 décembre, c'est une nouvelle fois adressé à ses compatriotes. Et plusieurs membres du gouvernement seront sur le plateau de Gabon 24 pour décrypter avec moi cette adresse à la nation. Et parmi les membres du gouvernement, Madame Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail. Merci d'être avec nous. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Que retenir de ce discours d'Ali Bongo Ondimba? Un discours qui fait le point sur les réformes initiées, sur les concrétisations qui ont été engagées, notamment sur le plan social. Le chef de l'État évoque effectivement toutes les initiatives qui ont été engagées pour améliorer le pouvoir d'achat des compatriotes, notamment à travers la gratuité des transports, à travers les dépenses fiscales qui ont été initiées pour justement atténuer les prix, qui sont des effets qui ne se voient peut-être pas de manière concrète sur les populations, mais qui en réalité ont un poids financier énorme. Donc ce sont des réformes qui touchent énormément sur le budget de l'État et qui sont des efforts sur lesquels le chef de l'État entend maintenir la pression pour continuer. Moi, je retiens de ce discours un discours qui indique de manière claire, nous avons commencé à travailler, nous commençons à avoir les fruits, nous venons de 2 années difficiles, les choses reprennent doucement et plutôt bien, avec une croissance des emplois, avec une amélioration du quotidien, même si effectivement on peut constater que certaines personnes ont tendance à ne regarder que ce qui ne va pas. Il faut également reconnaître que le chef d'État mène une politique très forte en matière sociale. D'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Qu'est-ce qui va bien pour que les gens qui regardent ce qui ne va pas s'appuient sur ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui, selon vous, dans l'action quotidienne du gouvernement, va bien au point où les Gabonais ne devraient plus se plaindre? Parlons de votre secteur, par exemple. Nous, au niveau du secteur de l'emploi, je pense que les choses ont été bien faites, bien ancrées. On a quand même aujourd'hui dans l'emploi du secteur public initié un certain nombre de réformes qui ont permis d'améliorer les choses. Et nous avons quand même pu, entre 2019 et 2022, régulariser 13 000 situations pour les Gabonais. C'est le chef de l'État qui avait donné ces instructions-là. Donc, ce ne sont pas des réformes qui sont négligeables sur le domaine de l'emploi au niveau du secteur privé. Des réformes fortes ont été initiées. On a réformé le Code du travail et on a réformé le Code du travail avec l'ambition de porter l'employabilité des jeunes. Cette réforme du Code du travail s'est accompagnée avec la réforme du Pôle national de l'emploi qui aujourd'hui est l'outil qui va nous permettre d'accroître et d'augmenter le nombre d'emplois jeunes. Non seulement à travers la mise en œuvre de tous les contrats jeunes qui ont été codifiés, et également la valorisation de l'auto-emploi qui reste un segment très important. Je veux m'arrêter quand même sur ce que vous dites. Vous dites 13 000 situations ont été régularisées. Sur combien de situations en présence? Alors, je vais vous dire, lorsque nous parlons de régularisation de situations administratives, c'est plusieurs choses. C'est le recrutement des pré-salaires, qui est une catégorie de travailleurs de l'État qui entrent en pré-salaire dans notre administration. Ça concerne certains secteurs, la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez l'autre volet de la régularisation, ce sont ceux qui ont fait les écoles nationales et qui sont en attente d'intégration. Ensuite, vous avez les reclassements, vous avez les rappels de solde, vous avez également l'arrimage de pension. Vous avez tout ce package-là. Voilà, qui font partie des 13 000 situations. Voilà, et vous avez les avancements et les titularisations. D'accord parti, on a convenu lors du Forum de la fonction publique une méthodologie. On ne pouvait pas tout faire puisque l'enveloppe globale est de 200 milliards, quelque chose. Nous ne pouvions pas tout faire. Nous avons convenu avec les partenaires sociaux de dire on va faire les choses de façon progressive, on va donc prendre les recrutements qui étaient quand même la priorité, qui impactaient les jeunes. On a donc, de 2019 à 2022, mis en place un plan d'action qui a absorbé tous les recrutements. Aujourd'hui, nous avons quasiment terminé ce volet-là et nous avons également initié tous les reclassements.
Et nous avons convenu que de manière... Ce que vous appelez reclassement, ce sont les avancements, c'est cela? Non, les reclassements, c'est que lorsqu'un agent public va en stage, quand il revient, il est reclassé. On le reclasse, okay. Et là, maintenant, nous avons identifié, puisque nous avons un comité de pilotage qui se voit une fois par mois au niveau du ministère, et on a convenu que maintenant, nous allons pouvoir démarrer, en fonction de la soutenabilité financière de l'État, les avancements et les titularisations. Donc, depuis 2014, combien d'avancements, combien de titularisations? Où sommes-nous? Aujourd'hui, si vous voulez, les titularisations n'ont pas été faites depuis 2015, 2016, 2017. C'est-à-dire que... Pourquoi? Parce que, justement, c'est un déficit de gestion des ressources humaines que nous avons valablement reconnu et qu'il faudrait qu'on revoie tout ça. D'abord, premièrement, par exemple, je vous donne un exemple, l'avancement automatique. Est-ce que vous pensez que l'avancement automatique, bon, ce sont les choses qui doivent être vues, les titularisations, oui, l'avancement automatique, mais ce sont des réformes qui doivent être ici. Nous avons... Quand? Et on est en train de le faire. Pardon? Quand? On a déjà commencé, les débats ont commencé. Combien d'avancements à ce jour? Depuis que vous avez commencé, rappelez-moi la date du commencement de ces choses. Parce que c'est tout aussi important pour les Gabonais de le savoir. Oh oui, mais depuis qu'on a commencé, je vous le dis, on a intégré 10 000 agents publics et régularisé 2 000 situations de reclassement. Ça fait 13 000 agents publics qui ont été régularisés. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien, c'est pas ce qu'on vous dit. Et je peux même vous dire que nous avons maintenant estimé le démarrage des avancements automatiques et des titularisations qui devraient démarrer en fonction de la soutenabilité financière de l'État. Nous sommes en train de terminer les recrutements du secteur de l'éducation nationale et de la santé qui reste toujours prioritaire et nous allons démarrer. Et l'État a respecté ses engagements. On continue de former des gens qui seront peut-être pas positionnés, peut-être pas titularisés, peut-être pas... Non. Oui, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Les gens continuent à être recrutés dans les secteurs dits prioritaires, d'accord? Comme la santé. Éducation nationale. L'éducation nationale. Donc, chaque fois qu'ils sont recrutés actuellement, on ouvre un concours, ils sont immédiatement affectés dans les établissements où les besoins en ressources humaines se font sentir. Donc, on ne peut pas avoir un passif aussi lourd et ne pas initier pour le futur une nouvelle méthode de travail. Donc, ce qui est fait actuellement, c'est qu'on revoit les choses, on appure le passif. Vous les revoyez comment? Là est la question. Comment? Qu'est-ce que, quand vous dites revoir, vous revoyez quoi? Vous ajustez, vous arrondissez les angles, vous faites quoi? Nous planifions et nous programmons. Très bien. Voilà. Chaque mois, nous planifions les situations administratives qui peuvent être absorbées parce que nous avons une contrainte de dépenses de salaire dont le quantum est limité et intégré dans un appui budgétaire avec le Fonds monétaire international. Donc nous essayons, tant bien que mal, de contenir notre masse salariale en répondant de manière méthodique et en fonction d'une programmation budgétaire et financière à la préoccupation des partenaires sociaux et des agents publics de l'État. Et vous savez que parmi les préoccupations d'Ali Bongo Ondimba, il y a l'emploi des jeunes. Et donc, ça devrait être une priorité de tous les instants plutôt que regarder par mois comment on fait. Mais revenez un peu sur l'audit de la fonction publique. Il y a cet audit et tout le monde s'interroge sur les résultats de cet audit. Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils sont dans le journal officiel à ce jour? Ils n'ont pas besoin d'être publiés dans le journal, mais ils ont été rendus publics. Il y a eu des rapports. Je vous en enverrai un. S'il vous plaît, j'en ai besoin. On a encore quelques exemplaires. Et il a eu le mérite de nous permettre de faire quoi? De savoir quels étaient les hommes et les femmes qui composaient notre masse salariale. Lorsqu'on parle de la masse salariale, c'est une connotation budgétaire. En tant que responsable des ressources humaines de l'État, il était tout à fait normal qu'on puisse identifier les hommes et les femmes qui composent. Ce rapport nous a permis quoi? Nous a permis de savoir quels étaient les hommes et les femmes qui étaient en situation d'employabilité et de paiement de salaire au niveau de la fonction publique. Donc, les résultats ont été rendus publics, le rapport a été remis au chef de l'État, à Madame le Premier ministre, à toutes les institutions, et il est disponible. Madame le ministre en charge de la fonction publique, Madeleine Baird, dites-nous, il y a cette... souvent, lorsque le gouvernement prend des décisions, on a l'impression qu'il y a eu une grosse réflexion la nuit et puis c'est sorti tout seul. Et puis on change de nom pour essayer d'aller plus vite. On est passé de l'Office national de l'emploi au Pôle national de l'emploi. Pourquoi, comment et pour quels résultats? Alors, c'est simple. L'ONE a été créé il y a quelques années dans un environnement particulier, dans un contexte particulier. Le fait que nous ayons mené cette réforme, d'ailleurs, dans le cadre du plan d'accélération de la transformation, ils avaient 3 axes. Le premier axe était celui de la formation professionnelle. Nous avons révisé notre offre de formation professionnelle avec une offre infrastructurelle et une offre de curricula en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ensuite, nous avons
réformer le Code du travail, il fallait qu'on réforme l'outil. Et si on est passé de l'Office national de l'emploi pour passer du pôle national de promotion de l'emploi, c'est que nous avons renforcé les missions de ce pôle. Nous avons fusionné cet office avec l'ancien Fonds d'insertion et de réinsertion, le FIR. Nous avons redéfini les missions du PNPE en insistant sur les missions de placement, en insistant sur le fait que, par exemple, l'une des innovations, c'est que c'est le PNPE aujourd'hui qui gère les contrats jeunes, les fameux contrats d'apprentissage, d'adaptation professionnelle, de conversion, etc. Il a cette mission en accord avec les entreprises et avec l'Agence nationale de formation professionnelle. C'est lui, c'est l'office, c'est ce pôle qui gère les contrats d'apprentissage en alternance. Et c'est ce pôle national de promotion de l'emploi qui valorise aujourd'hui, qui met en œuvre ce que nous appelons au gouvernement les programmes d'accompagnement à l'emploi. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit, que faisons-nous pour le secteur, pour l'employabilité? Eh bien, justement, vous voyez bien que toutes ces réformes-là dont je vous ai parlé, 3 axes, la réforme de la formation professionnelle, la réforme du Code du travail et la réforme du pôle national, c'est justement pour augmenter et accroître les emplois jeunes. On a codifié... Combien de chômeurs aujourd'hui? Oh, le taux du chômage se situe entre 35 et 38% selon les chiffres de la Banque africaine de développement. Mais ce chiffre, selon nous, n'intègre pas tous ces sans-emploi qui sont dans le segment de l'auto-emploi, dans le segment de l'informel et que nous essayons aujourd'hui d'accompagner avec des programmes dédiés qui font partie de nos programmes d'accompagnement à l'emploi et des programmes d'auto-emploi que nous générons aujourd'hui. Et qui sont... Aujourd'hui, le président ne veut plus, encourage le gouvernement à accélérer la cadence, parce qu'en parlant de réforme, dans ce qui vous concerne, à court, moyen et long terme, quelles sont les priorités? La priorité, c'est l'emploi des jeunes. La priorité, c'est... Qu'est-ce qu'on attend pour les employés? Parce que c'est un écosystème, Mme Galibika. Voyez-vous, quand on parle d'une réforme, vous voyez quand le chef de l'État nous dit que quand vous plantez un arbre, il prend du temps pour donner des fruits. Hein? Voilà. Et nous, quand on fait une réforme... Vous formez des gens, mais vous prenez du temps pour les employer. Non. On réforme d'abord les textes, les cadres. Aujourd'hui, on a les outils. On a les outils contractuels pour les employés. On réforme les outils, on se donne les moyens de pouvoir faire. Il est une chose de faire une réforme, il est une chose ensuite de la mettre en œuvre. Et nous sommes dans la phase de mise en œuvre des textes que nous avons adoptés. Madame Baird, je m'arrête. On forme des gens, vous ne formez pas utile. À arriver devant la porte de l'emploi, vous dites attendez, on réfléchit encore parce que nous sommes dans la phase de mise en œuvre des réformes qui ont été prises, pourtant pensées par ce gouvernement ou même le précédent, pourtant pensées pour eux, mais on dit à ces enfants, à ces jeunes, à ces personnes qui sont sans emploi, attendez, nous réfléchissons, nous arriverons à la mise en œuvre parce qu'il faut recadrer 2 ou 3 choses. Il faut tenir compte de l'inflation mondiale, il faut tenir compte de la Covid-19, mais pendant ce temps, eux, ils font quoi? Non, là, c'est un raccourci que vous prenez. C'est un raccourci. C'est pas ce que nous avons dit. Reprenons la route principale, s'il vous plaît. C'est un raccourci que vous prenez, c'est pas ce que nous avons dit. On vous dit que dans notre pays, dans le gouvernement, nous avons d'abord initié des réformes institutionnelles. Une fois ces réformes prises, ce sont ces réformes qui nous ont permis aujourd'hui d'impacter les jeunes. Et quels sont les impacts? Aujourd'hui, je vous dis, avec les programmes d'accompagnement à l'emploi, nous avons touché aujourd'hui, depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, nous avons touché plus de 20 000 jeunes. Et grâce à quoi? Au début, nous n'avions pas les cadres contractuels, on avait juste ce qu'on appelait un contrat d'apprentissage jeunesse. Avec les réformes initiées sous l'impulsion du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, nous avons codifié plusieurs formes contractuelles et valorisé l'auto-emploi qui nous permet de toucher le plus grand nombre. Et aujourd'hui, rien qu'en l'espace de 6 mois, nous avons touché pratiquement plus de 5 000 jeunes. Et il faut se satisfaire de cela. Il y en a encore qui sont là. Bien sûr, qui attendent. Mais on est là pour ça. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui déjà, il faut avoir la cartographie de nos chômeurs. Qui sont nos chômeurs? Et vous l'avez? Bien sûr. Très bien. Encore heureux que nous l'ayons. Très bien. Quels sont les chômeurs que nous avons? Nous avons des jeunes, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? On a eu des jeunes qui sont allés se former, mais en inadéquation totale avec les besoins du marché de l'emploi. À qui la faute? À tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, nous avons un dialogue avec les entreprises du secteur privé qui nous expriment leurs besoins en ressources humaines afin que ces enfants-là puissent être formés en fonction de leurs besoins. Nous avons signé des conventions avec ces entreprises-là, ces syndicats d'entreprises, pour nous permettre, dès les centres de formation professionnelle que le chef de l'État
a mis en place, nous en avons quand même 5 campus qui ont été mis en place avec des curricula révisés après un dialogue public avec les entreprises en disant vous avez besoin de qui? De charpentier, ceci? OK. On va former. Voilà. Et là, on est en train de rectifier les choses. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que tous ceux qui sont formés actuellement... Oui, ils sont absorbés. Ils sont absorbés. Parce que vous avez des partenariats. Nous sommes arrivés au terme de ce décryptage. Mais pour ceux qui ont été formés avant, qui n'étaient pas en adéquation avec ce qui est fait, qu'est-ce que vous faites? Justement. Et nous avons codifié ces contrats de reconversion et d'insertion professionnelle et d'adaptation professionnelle qui nous permettent de les mettre en situation d'emploi. 2023, Madame Baird, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui nous regardent, à ces sans-emploi qui nous regardent, à toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont entendu les mots d'Ali Bongo Ondimba? Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous regardez la caméra. Je leur dis de faire confiance au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État fait sa part, mais que fait le gouvernement? Mais le gouvernement ne fait que mettre en place, et grâce à l'impulsion du chef de l'État, qui je pense doit être candidat aux élections qui arrivent, nous allons poursuivre justement ce vaste chantier sur l'employabilité. Et je suis sûre et certaine qu'à la fin du jour, les fruits, nous pourrons les récolter. On espère que le gouvernement retiendra la leçon, car Ali Bongo, chaque 31 décembre, parle à ses compatriotes et rappelle ce qui a été fait, ce qui marche moins bien, ce qui doit être fait et envisage l'avenir. Merci à vous, Madeleine Baird, d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Elle est ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail. On se retrouvera, vous et moi, avec un autre membre du gouvernement pour comprendre ce qui est fait dans son secteur, parce que le chef de l'État ne veut plus des paroles, il veut des actes.